Exactement. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de Bru Partners. Alors, je vois que nous sommes une petite cinquantaine de participants. Nous allons commencer dans 1 ou 2 minutes. Ce que nous pouvons faire, donc, c'est peut-être vous donner quelques explications techniques par rapport à la séance. Bonjour, ça fait plaisir. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire consacré au thème la situation socio-sanitaire et les droits humains à l'épreuve du Covid. Donc, je précise tout de suite que c'est normal si on ne vous voit pas ou on ne vous entend pas en tant que participant. Par contre, vous avez la possibilité de vous exprimer via le chat. Je dirais plutôt pour les petites interventions rapides. Par exemple, si on vous pose une question par rapport au son, si on veut vérifier que tout l'audio fonctionne bien à la vidéo, vous pouvez répondre par oui ou par non ou signaler un problème ou remercier éventuellement. Par contre, vous avez également l'onglet juste à côté du chat, questions-réponses, qui lui sera plutôt à utiliser en fin de webinaire et avec lequel vous aurez la possibilité de poser des questions aux intervenants. Mais donc ça, on va garder vraiment en fin de webinaire. On va laisser d'abord les 2 présentations se faire. Et donc, c'est via cet onglet questions-réponses que vous aurez l'occasion de le poser aux questions auxquelles on répondra en direct. Et vous avez même la possibilité de voter pour les questions que vous trouvez les plus pertinentes et intéressantes, en cliquant sur la question en question. Encore un petit mot, le replay du webinaire sera automatiquement disponible à la fin de la session. Un lien vous sera directement et automatiquement envoyé. Et en plus de ça, on téléchargera normalement sur la chaîne YouTube de Bru Partners. Et comme à l'habitude, pour ceux qui ont déjà connu les débats de Bru Partners, les présentations des intervenantes seront disponibles sur le site, sous l'onglet débat. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à notre président, Monsieur Paul Palsterman, qui va introduire le sujet et les intervenants. Donc un tout grand merci Siam. Donc voilà, donc nous excluons les plâtres donc d'une nouvelle formule qui dans les temps difficiles que nous connaissons remplace les midis donc du Conseil économique et social, donc les débats que nous avions l'habitude de tenir dans le hall du rez-de-chaussée du boulevard Bischofsheim. Donc, bien entendu, la formule webinaire manque un petit peu de la convivialité donc qui présidait chaque fois à ces midis du conseil. Donc, nous ne pouvons pas vous offrir les délicieux sandwichs auxquels sont habitués les participants de ces débats, ni le petit verre de vin, ni le petit verre de jus de fruits, etc., ni les desserts. Donc, et nous ne pouvons pas malheureusement vous offrir non plus donc la convivialité, enfin l'interaction en fait, je veux dire, qu'il pouvait y avoir avec entre participants, donc avant, pendant et après, donc le débat proprement dit. Donc ici, ce sera un petit peu formel. Donc, par exemple, vous avez la possibilité de me voir et de m'entendre, mais moi, enfin nous ici, donc sur le, comment est-ce que ça s'appelle sur le podium ou sur la scène, nous on ne vous voit pas et on vous entendra pas. Donc, ça signifie que l'interaction se limitera donc effectivement aux questions que vous voudrez bien poser donc sur la rubrique qui se trouve à droite donc de votre écran. Donc, nous savons bien. Alors, quand on assiste à ces débats du Conseil, on sait bien que bon, il y a des questions qui sont posées, mais il y a parfois aussi des commentaires ou comment dirais-je, des réflexions complémentaires. Donc ne soyez pas bridés donc à ce niveau-là, si ce n'est qu'effectivement la technique implique qu'il faut être un petit peu succinct et s'exprimer malheureusement par écrit, parce que donc nous n'aurons même pas la possibilité de vous donner la parole pour éventuellement développer donc vos questions. Donc comme l'a dit Siam tout à l'heure, donc nous allons procéder de la façon classique. Donc d'abord entendre les 3 exposés que nous allons entendre et ensuite donc ouvrir donc le débat. Alors, le sujet que nous avons choisi pour essuyer un petit peu les plâtres de cette formule est évidemment d'actualité.
Nous sommes partis donc de la situation que nous impose le ou la Covid. Donc, à Brut Partners, nous avons décidé de dire le Covid, de même qu'on refuse de désigner nécessairement les ouragans par des noms féminins. Nous avons décidé d'autorité qu'entre nous, nous dirions le Covid, bref, même si l'Académie française n'est pas d'accord. Mais donc de partir donc de la situation créée par l'épidémie et d'essayer de voir ensemble les conséquences de cette épidémie au niveau d'une part de la situation socio-sanitaire, de la pauvreté, etc., et des droits humains, donc notamment des questions de discrimination. Je voudrais juste souligner que le choix de ce sujet a été largement inspiré d'une dynamique que nous avons trouvée au sein de la commission qui s'occupe de diversité, de pauvreté, etc. Donc au sein donc de Brut Partners, qui ont souhaité préparer un avis d'initiative en fait sur ce sujet. Et je ne doute pas que les réflexions que nous entendrons aujourd'hui pourront aussi inspirer donc l'élaboration de cet avis d'initiative. Alors, pour introduire le sujet, nous avons en fait 3 exposés qui auront donc des angles d'approche un petit peu différents. Mais qui, je pense, pourront se compléter tout à fait adéquatement. Le premier exposé sera par Olivier Gillis, donc, qui est le directeur de l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles. Donc Olivier a, je pense, une longue expérience donc dans ce genre de questions. Il a fait aussi un exposé remarqué donc au Parlement bruxellois, et donc nous avons souhaité donc obtenir de lui donc l'état de ses réflexions et des réflexions de l'Observatoire. Nous passerons ensuite la parole à UNIA, donc qui aborderont le sujet sous l'angle qui leur est familier, à savoir donc la discrimination. Et là, nous aurons en fait 2 intervenantes, donc Madame Marissa Fella et Madame Émilie Van den Broek, donc toutes les 2 donc de l'équipe donc d'UNIA. Donc elles se sont réparties la parole de façon savante entre elles. Je n'interviendrai pas dans la façon dont elles se sont réparties, dont elles se sont réparties la parole. Voilà, donc je vais sans attendre passer la parole à Olivier Gillis, donc de l'Observatoire de la santé et du social. Merci Paul, bonjour à tous. Alors, je vais partager la présentation. Ça va, vous voyez correctement? Et c'est parfait, oui, merci. Ok, parfait, merci. Eh bien, donc bonjour à tous. Donc en une vingtaine de minutes, je vais vous présenter la situation socio-sanitaire actuelle à Bruxelles. Et alors, le contenu de la présentation est issu d'un travail qu'on a fait avec Perspective, donc Ellipsa, dans le cadre du plan de redéveloppement de la région bruxelloise. Donc le 18 mai a été publié un diagnostic qui visait à faire l'état de la situation, notamment sur ces questions sociales santé à Bruxelles. Et alors, c'est un diagnostic qui va être remis à jour dans les prochaines semaines. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un monitoring de la situation socio-sanitaire à Bruxelles. Et donc, ce que je reprendrai ici, c'est les principaux éléments qui sont repris dans ce diagnostic. Alors, le plan de l'exposé, donc dans un premier temps, je présenterai le contexte socio-sanitaire bruxellois, d'une part avant la crise, dans la mesure où, comme on l'a déjà pas mal lu dans les journaux, il y a un lien clair entre l'impact du Covid et la situation socio-économique des personnes et d'une région. Et donc, je pense que c'est important de rappeler quand même quelques éléments clés de la situation socio-sanitaire bruxelloise. Et alors, dans un deuxième temps, de pouvoir voir quels sont les premiers impacts sociaux et sanitaires de la crise. Donc ça, c'est dans un premier temps, avoir cette approche
plutôt socio-économiques. Et alors, dans un deuxième temps, je reviendrai sur des chiffres plus spécifiquement concernant la mortalité, la surmortalité, l'incidence à Bruxelles. Et là, voilà, je développerai ça de manière un peu plus courte dans la mesure où on est quand même fort informé au quotidien via les journaux. Alors, donc, première partie. Alors, pourquoi présenter des indicateurs plus socio-économiques et liés à la pauvreté à Bruxelles? Eh bien, parce que donc différentes études ont identifié différents facteurs jouant un rôle en affectant la vulnérabilité face au SARS-CoV. Donc, il y a bien sûr l'âge, mais donc ça c'est assez clair. Mais donc, si on regarde la répartition des décès, plus de 90% des décès étaient âgés de plus de 65 ans. Et alors, il y a d'autres éléments qui sont plus liés à la situation socio-économique, qui sont le fait de souffrir de certaines pathologies chroniques comme le diabète. Et comme on le verra plus tard sur une carte, il y a un lien très fort entre le risque de souffrir de diabète et la pauvreté. Un troisième facteur important, c'est les conditions d'existence. Donc, il y a un risque plus élevé pour les personnes en situation de déprivation, notamment de par l'activité professionnelle. Donc, elles sont employées dans des secteurs où elles sont plus exposées au risque d'infection par rapport au Covid. Un quatrième facteur, c'est la densité de population. Et donc là, on le voit en Belgique. En Belgique, on a une forte densité de population, ce qui explique pourquoi la Belgique est plus touchée par le Covid que d'autres pays comme la France, les Pays-Bas ou l'Allemagne. Et à Bruxelles, dans les quartiers plus défavorisés, il y a une plus forte densité de population et également des logements qui sont davantage avec des ménages plus importants. Et enfin, un dernier facteur important, c'est l'institutionnalisation. Pas uniquement pour les maisons de repos, mais ici, effectivement, il y a un double lien entre le fait de vivre en communauté et l'âge. En als we aan de socio-sanitaire situatie bekijken voor de crisis, kunnen we zien dat Brussel echt zit in een precaire situatie. Dus hier heb ik enkele belangrijke indicatoren teruggenomen die een impact gaan hebben op de COVID-situatie. Dus eerst één Brusselaars op derde heeft een inkomen die onder de armoedegrens zich situeren. Qua huisvesting een beetje meer van het helft van de Brusselse bevolking is huurders. En als we kunnen zien, er is een hoge prijs van de huur hier in Brussel. En we kunnen ook zien dat 20% van de kansarmoede bevolking leeft in een woonplaats met ongezonde problematieken. En een derde belangrijke indicator is de tewerkstellingsindicator, waar we kunnen zien, vooral bij de jongeren, dat er een tewerkstellingproblematiek is. En dus dat zijn indicatoren die tonen dat hier in Brussel hier is er wel een problematiek van precariteit, van armoede, die een negatieve impact heeft op COVID. En we kunnen zien dat er grote ongelijkheden zijn tussen wijken. En dus als ik heb al gezegd in de introductie, kunnen we zien dat in de armoedesectoren, statistieke sectoren, dus vooral in het centrum van Brussel, hier is een grote densiteit van populatie. Dus dat is de kaart op het recht. En op het links kunnen we zien de grote ongelijkheden qua inkomsten. En dus dat zijn de mediane inkomen van de aangiften. En daar kunnen we ook zien, dat is, we kunnen zeker zien de armoedecykel in het centrum van Brussel. En deze grote socio-economische ongelijkheden hebben ongelijkheden qua gezondheid. En dus hier kunnen we zien ongelijkheden qua diabetes. En dus we kunnen hier duidelijk zien de armencykel, waar er een groter risico om diabète te hebben. Donc voilà, donc ici c'était vraiment quelques indicateurs pour montrer, voilà, mais ça c'est des choses
que la plupart d'entre vous connaissent, mais c'est quand même important de montrer que la situation socio-économique bruxelloise est relativement peu favorable et a un impact du coup négatif sur le risque par rapport au Covid. Alors, donc dans cette deuxième partie, quels sont les premiers impacts sociaux et sanitaires de la crise? Donc ici, j'ai repris quelques indicateurs importants. Au niveau du revenu, donc on voit globalement que 26% des Bruxellois déclarent avoir subi une perte de revenus. Et alors un autre indicateur important, c'est le fait qu'on voit entre le mois d'avril et le mois d'octobre qu'il y a une augmentation des personnes qui ne disposent pas d'un coussin d'épargne suffisant, donc c'est 1 Bruxellois sur 5. Alors on voit une forte augmentation des demandes d'aide alimentaire, donc plus 38% sur la période de mars-août. Et alors, donc, a été mis en place au début de la crise un numéro vert où toute personne peut appeler pour des problématiques sociales ou de santé. Et là, on observe qu'un appel sur 5 l'était pour des demandes d'aide alimentaire. Et alors, un dernier indicateur important qui montre qu'il y a une dégradation du niveau de revenu des Bruxellois, c'est l'augmentation des demandes du revenu d'intégration sociale auprès des CPS. Et donc là, on voit donc la ligne bleue et orange, donc c'est l'évolution sur les années 2018 et 2019. Et on voit en 2020, donc c'est la ligne grise, qu'il y a une forte augmentation des demandes pour un revenu d'intégration sociale. Et donc, c'est principalement des personnes qui étaient sous contrat de travail. Donc ça, c'était pour le revenu. Au niveau du logement, donc là, on n'a pas directement de données. Maintenant, donc dans la mesure où le revenu des Bruxellois se dégrade, et comme on l'a vu en introduction, la plupart des Bruxellois sont locataires, donc plus de la moitié des Bruxellois sont locataires et le coût du logement est relativement élevé. Ça implique un risque accru de surendettement des Bruxellois. Sachant que le logement est un des premiers facteurs de risque par rapport au risque de surendettement. Donc, on a fait récemment une analyse des données des services de médiation de dette et c'est le logement qui est un des facteurs de cause de surendettement le plus important. Mais il n'y a pas que la question de l'accès financier au logement, il y a aussi les conditions de vie. Donc, les publics précarisés ont un risque plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vivre dans des logements de moins bonne qualité et davantage surpeuplés. Donc, ça implique des conditions de vie, confinement et post-confinement qui sont moins favorables, à la fois pour la santé mentale, mais également dans le cadre du risque de contamination. Et alors, enfin, quelques indicateurs d'évolution au niveau de l'emploi. On voit donc qu'à partir du mois d'août, il y a une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi inoccupés. Par rapport au chômage temporaire, l'évolution suit le confinement. Donc, il y a eu un pic en avril de demande de chômage temporaire, puis une diminution progressive jusqu'en septembre, et on voit une réaugmentation à partir du mois d'octobre. Et avec un point d'attention effectivement pour les indépendants, où ici, si on reprend l'enquête qui a été effectuée par la Banque nationale, on voit que près d'un indépendant sur 2 déclare une détérioration de sa situation financière. Donc par rapport à la population générale, où on était plus autour de 20%. Donc voilà, les indépendants sont particulièrement touchés par la crise. Alors, en termes de santé sociale, de santé mentale, donc on voit qu'effectivement, donc un Bruxellois sur 3 se sent faiblement soutenu socialement depuis la crise. Et donc ça, ce sont des enquêtes qui ont été menées par Cienzano. Et donc on voit que les groupes les plus fragiles qui ont été touchés, notamment par rapport à des problématiques de santé mentale, que ce soit des troubles anxieux ou dépressifs, ce sont des publics plus vulnérables comme les jeunes, les personnes isolées, les familles monoparentales et les bénéficiaires d'allocations sociales. Et enfin, un dernier élément d'impact de la crise Covid, c'est la question de l'accès aux services sociosanitaires. Il y a d'une part eu pendant le premier confinement une rupture dans la prise en charge des patients. Et donc là, dans le second confinement, on n'a pas encore de données, mais donc il faudra voir l'impact que ça va avoir. Mais si on regarde le slide d'après, donc ici j'ai repris l'évolution du nombre de nouveaux diagnostics de cancer pour la Belgique. Et donc en fait, on compare la situation de 2020 par rapport à 2019. Donc ici, 100%
c'est la situation de 2019. Et donc, on voit clairement voilà, que pendant toute la période de confinement, il y a eu un sous-diagnostic du nombre de cancers. Ça réaugmente avec le processus de déconfinement. Mais donc ici, les données vont jusqu'au mois de septembre. Et donc, il faudra voir comment ça évolue par la suite. Et donc, on voit ici que, voilà, de par l'occupation du nombre de lits d'hospitalisation par les cas Covid, il y a une forte diminution ici de diagnostic de cancer, et donc ça montre une forme de non-recours aux services sanitaires dans ce cas-ci, et donc avec un impact à plus long terme sur des problématiques de santé qui n'auront pas été diagnostiquées pendant toute cette période. Un autre élément important, c'est la question de la fracture numérique, c'est-à-dire qu'encore, donc que ce soit pendant le confinement ou post-confinement, il y a toute une série de services, notamment les CPS, qui ont organisé une partie de leurs services en ligne. Mais donc là, il y a toute la question d'une part de la fracture numérique, donc de pouvoir avoir accès à Internet et accès aux services, qui n'est pas toujours le cas de personnes plus précarisées. Et un autre élément important, c'est avec l'augmentation du chômage et du chômage temporaire. Donc il y a eu en très peu de temps toute une série de personnes qui ont changé de statut, et le changement de statut est un risque par rapport au non-recours aux droits. Et donc il y a vraiment un point d'attention, d'une part de cette question de la fracture numérique, d'autre part du fait des changements de statut. Donc il y a vraiment un risque d'accentuation de la problématique du non-recours aux droits. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention, de pouvoir quelque part s'assurer qu'il n'y ait pas une augmentation de personnes qui se retrouvent dans des situations en dehors de tout droit. Donc voilà, ça c'était pour toute cette première partie, donc l'impact socio-économique de la crise. Mais donc, qu'est-ce qui est important de retenir, c'est que globalement, si on regarde au niveau du revenu ou de la situation socio-professionnelle, on voit qu'il y a une augmentation des inégalités, dans la mesure où des publics déjà relativement vulnérables voient leur situation financière diminuer. Dans une situation à Bruxelles où le logement, qui est un des principaux coûts des dépenses de ménage est cher, donc, donc la plupart des Bruxellois sont locataires, un coût du logement élevé, mais donc il y a un risque à un moment de surendettement de ces ménages à moyen long terme, et alors un impact également sur la santé mentale et sur l'accès aux droits de toute une série de personnes, de toute une série de droits sociaux, donc en lien avec la détérioration de la situation socio-économique. Et enfin, un quatrième élément important, c'est le fait que si à court terme, on ne voit pas encore directement d'impact sur l'espérance de vie ou la mortalité ou toute une série d'indicateurs de santé, on risque de le voir à moyen et long terme, dans la mesure où pendant toute cette période, que ce soit principalement pendant ces phases de confinement, il y a une forme de sous-diagnostic de toute une série de problématiques de santé qui risquent de se faire ressentir dans les prochains mois et les prochaines années. Donc ça, c'était vraiment pour ce contexte très général. Dans cette deuxième partie, je vais aborder plutôt des indicateurs purement épidémiologiques liés à la crise. Ici, voilà, je vais aller moins dans les détails, dans la mesure où ce sont des éléments qui sont déjà fort repris dans la presse, mais donc, je vais plutôt me concentrer sur des points d'attention, sur comment bien interpréter ces données quelque part. Donc, au 25 novembre, donc on a pour Bruxelles 2300 personnes qui sont décédées du Covid. Donc 64% des décès ont eu lieu à l'hôpital et 36% en maison de repos. Alors ici, il faut être attentif. Donc j'ai repris des chiffres globaux depuis le début de la crise, mais on distingue dans cette crise une première vague et une deuxième vague. Donc dans la première vague, 2 personnes sur 3 qui sont décédées étaient des résidents en maison de repos. Donc soit ils sont décédés en maison de repos, soit ils sont décédés à l'hôpital, mais venaient d'une maison de repos. Là où dans la deuxième partie de la crise, donc à partir du 21 juin, donc ça concerne moins les personnes en maison de repos. Donc
entre-temps, les maisons de repos ont pu disposer de matériel, ce qui n'était pas le cas au début de la crise, ont pu développer des plans d'urgence dans le cadre de la gestion de cette crise. Et donc, on voit que ça, c'est un élément positif, c'est que les personnes en maison de repos sont moins touchées dans cette deuxième vague, de la crise. Donc voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Maintenant, il faut être attentif. Donc, les décès qui sont présentés chaque jour par Scienzano sont classés en fonction du lieu de décès et non de résidence des personnes. Donc, ça veut dire que une partie, comme je viens de le dire, donc toute la première partie de la crise, donc 50% des décès ont lieu à l'hôpital, 50% en maison de repos, mais la moitié des décès qui ont eu lieu à l'hôpital étaient le fait de résidents en maison de repos. Donc, ça, c'est un premier élément important. Un deuxième élément important, c'est le fait que, donc c'est toujours lié au fait que les décès sont classés en fonction du lieu de décès. C'est le fait que si on regarde l'ensemble des résidents qui ont été hospitalisés et qui sont décédés à l'hôpital à Bruxelles, 14% venaient de Flandre ou de Wallonie. Donc voilà, ça c'est peut-être pour nuancer d'une certaine manière les chiffres de décès tels qu'ils sont présentés par Scienzano dans la presse. Alors une deuxième source d'information intéressante, donc qui est toujours produite par Scienzano, c'est les données de Bimomo. Et donc ici, on reprend, c'est les décès toutes causes confondues, mais ici, qui sont classés selon lieu de résidence et pas le lieu de décès. Alors ici, j'ai repris des données pour la Belgique, mais en termes d'évolution, ça suit les mêmes trends à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on voit? Et donc effectivement, donc sans surprise, donc pendant toute la première phase, donc la première épidémie, donc il y a une forte surmortalité liée au Covid. Donc ce qui est en fait en vert, c'est les décès hors Covid, et en jaune, c'est les décès liés au Covid. Alors au 10 août, on revoit une augmentation, de nouveau une surmortalité, mais là qui est liée au pic de chaleur. Et alors, à partir de début octobre, on revoit un pic de mortalité moins important que lors de la première vague, toujours lié au Covid. Alors à Bruxelles, donc en tout cas pour la première vague, pour la deuxième vague, on n'a pas encore de données pour Bruxelles, mais pour la première vague, il y a une surmortalité plus importante à Bruxelles. Mais donc là, comme je le dis, c'est d'autres chiffres que les chiffres qu'on voit dans la presse. Donc ici, c'est vraiment pour les résidents bruxellois. Donc on voit qu'il y a eu à Bruxelles une surmortalité plus importante par rapport à la Flandre et à la Wallonie. Et donc on l'a vu, 2 personnes sur 3 qui sont décédés pour la première vague étaient des résidents en maison de repos. Et donc, comment expliquer le fait qu'en Belgique et à Bruxelles en particulier, la surmortalité était plus importante? Et donc, en Belgique, on a une proportion plus importante de personnes qui sont institutionnalisées. Donc, si on compare la Belgique à d'autres pays européens comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou l'Espagne, on voit que le taux d'institutionnalisation est plus élevé. Et alors, à Bruxelles, on voit qu'il est plus élevé que par rapport à la Belgique. Donc, si on regarde le taux d'institutionnalisation des plus de 65 ans, on est à 7,6% à Bruxelles, contre en moyenne 5,7% en Belgique. Donc ça, c'est un facteur de risque plus important pour Bruxelles. Et un troisième facteur de risque, c'est le fait que, ça c'est une hypothèse qu'on fait, on peut penser que les personnes en maison de repos à Bruxelles sont plus fragiles socio-économiquement que les personnes en maison de repos en Flandre ou en Wallonie. Et donc là, une étude de Solidaris a montré que, donc, ils ont analysé les décès en maison de repos pendant la première vague. Ils ont montré que les bénéficiaires de l'intervention majorée avaient eu un risque de surmortalité plus important. Mais donc ça, c'est peut-être des éléments liés plutôt sur l'évaluation de la première vague. La deuxième vague, on est en plein dedans, donc on n'a pas encore de chiffres pour Bruxelles, donc c'est encore difficile de tirer des premières conclusions. En nu, dus dat was enkele cijfers rond sterfte. En nu enkele cijfers rond gevallen. Ik hoor dat jullie bemerkingen doen via de chat, maar ik zie niks tot nu toe. Dus misschien ga ik kijken naar mijn exposé. Maar dus hier ga ik enkele cijfers tonen qua gevallen. En dus ja, we kunnen duidelijk zien dat er de arme wijken zijn
er zijn meer gevallen in de arme wijken dan in de rijkere wijken. Als we kijken naar de 5 gemeenten die het grootste aantal COVID-gevallen hebben, dat zijn Molenbeek, Sint-Jos, Koekelberg, Berchem en Anderlecht. Dus dat zijn meer de oost-west zone van Brussel. Dus dat is wel interessant. Dat is hier maar cijfers tot 20 september. Dus ik heb dit kaart geen update gedaan, maar voilà. Dat is een ander interessant indicator. Maar dat was een beetje voor heel de testingstrategie, want nu er was vanaf 20 september was er heel een andere testingstrategie. En dus daar hebben we nog niet gekeken aan de cijfers. Voilà, je vous remercie de votre intention. C'est un peu particulier, effectivement, de faire une présentation à distance sans voir personne, parce que je ne vois pas la réaction sur vos visages. Donc, j'espère que ça a pu répondre à vos attentes. Voilà, je vais arrêter Merci le beaucoup, partage. M. Gélis. Maintenant, laisser la parole à Madame Marissa Fella pour la suite de l'intervention. Je vous laisse partager votre écran. Voilà, d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir invités à ce séminaire pour présenter le rapport que l'on vient de publier. Donc, je suis accompagnée dans cette intervention de ma collègue Émilie, que vous verrez apparaître un peu plus tard, dont vous entendrez la voix, en fait, puisque vous ne nous voyez pas. Je vais donc partager l'écran, exercice périlleux, il en est. Voilà. Et donc, vous devriez voir maintenant le début de mon PowerPoint. J'espère que c'est le cas. Donc, aujourd'hui, alors, nous allons vous présenter le rapport qui vient d'être publié sur une observation que nous avons pu faire pendant 200 jours dans le cadre de la crise Covid, la première phase de l'épidémie, comme on a l'habitude de dire. Alors, juste un petit rappel pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Nous sommes donc, UNIA est ce qu'on appelle un equality body, c'est-à-dire un organisme de promotion de l'égalité. Il y en a un dans chaque pays européen. Donc, nous abordons les discriminations d'une manière très large, puisque plusieurs critères de discrimination font l'objet de notre soutien, de notre observation. Nous luttons contre les discriminations liées à la race, à l'origine, à la couleur de peau, à l'état de santé, au handicap, à l'orientation sexuelle, et j'en oublie plusieurs à dessein pour ne pas m'étaler là-dessus. Nous sommes aussi une institution nationale des droits humains. C'est un peu particulier. Il y en a aussi une par pays. Les Nations Unies accréditent ce type d'institution qui a pour vocation de promouvoir et de protéger les droits humains dans l'État. Alors, nous sommes indépendants, comme vous le savez sans doute. Nous travaillons donc sur tout le territoire belge. C'est pour ça aussi que ce rapport aborde une réalité qui est partagée au-delà des frontières de la région bruxelloise. Et à côté de moi, comme je vous l'ai dit, Émilie va aborder des questions plus de monitoring et de recommandations. Elle fait partie, en fait, du service politique et société d'UNIA. Alors, pour rentrer dans le cœur du sujet, je vous dirais que nous avons été plus de 30 collaborateurs à travailler sur cette observation. Évidemment, mobilisés dans une période où nous étions tous un petit peu dans l'inconnu, puisqu'on était brusquement à la maison, mais quand même assurant un service d'écoute, de collecte de signalement, soit par téléphone, soit par mail, puisque tout citoyen peut saisir notre institution. Et nous avons donc décidé d'observer ce qui se passait en termes de droits fondamentaux, tant sur le court terme que sur le long terme, en nous saisissant tant des signalements, de ce qui se passait au niveau de la société civile, de ce que la presse nous relatait ou de ce que les autorités nous
nous soumettait. Il s'agit de 200 jours d'observation. Nous avons commencé notre observation le 1er février et nous l'avons terminé le 19 août. Enfin, en tout cas, terminé pour le rapport parce qu'évidemment, il y a encore du travail à fournir et ça fera l'objet d'un autre rapport qui sera publié en 2021. Sur 200 jours, nous avons reçu 1846 signalements. Alors, à côté de tous ces signalements qui sont traités de manière individuelle, nous avons produit une série de recommandations, une série de prises de position à différentes institutions, au niveau européen, au niveau belge, au niveau des régions, la région flamande notamment. Vous retrouvez toutes ces prises de position, toutes ces interpellations sur notre site internet plus précisément. Alors, nos signalements, comme on vous l'a dit, nous avons eu 1846 signalements. Alors, qu'est-ce qu'un signalement? C'est en fait ce que nous enregistrons quand quelqu'un nous contacte. On peut dire que ces signalements en fait relatent un peu deux choses. Nous disent aussi comment nous sommes connus, puisque les gens nous contactent, et ça c'est déjà pas mal, hein, que les gens ont de l'énergie à venir pour remplir un formulaire web ou pour nous téléphoner pour dénoncer des situations de discrimination ou de haine. Et ça, c'est le deuxième focus de ce rapport, c'est qu'en fait, les signalements ne concernent que ce que les gens considèrent être comme de la discrimination ou de la haine liée à l'épidémie ou aux mesures qui sont prises dans le cadre de la lutte contre cette épidémie. 1846 signalements sur 200 jours, pour nous, c'est un tiers des signalements totaux donc, que nous avons reçus, mais c'est aussi un tiers de charge de travail en plus par rapport à l'année dernière. Donc, on voit qu'il y a vraiment une mobilisation par rapport à la question de la discrimination ou de la haine en période de Covid. Alors, il y a une série de ce que nous appelons Massenmeldingen, c'est-à-dire des dossiers, enfin des cas qui ont été répercutés auprès du NIA de manière massive. Le premier de ceux-ci, c'est des signalements, plus de 300 signalements nous sont parvenus relatifs à un film qui est paru sur le site de l'hebdomadaire Humo. Ce film s'appelait Pandemic et qui mettait en scène, en fait, notamment une tuerie dans le cadre d'un barbecue organisé par un parti politique en particulier. Donc, ces signalements nous relataient, en fait, l'inquiétude de certains concernant de la haine à l'égard d'un parti politique. Ça, c'est au mois d'août. C'est ce que vous voyez, en fait, dans nos chiffres. Vous voyez aussi que le mois de mai était un mois de mai assez actif au niveau de nos signalements. C'est surtout des signalements qui sont relatifs au déconfinement et à toute la confusion qui a eu lieu à ce moment-là. Alors, au niveau global, s'il fallait faire des observations en matière des droits de l'homme, nos observations traitent surtout de trois choses, de la notion de vulnérabilité qui vous a été un peu décrite par l'orateur précédent. Donc, on va enfoncer une porte ouverte. Évidemment, le Covid a touché les plus vulnérables, hein, notamment dans la maladie elle-même, mais aussi au niveau des mesures qui ont été mises en place. Les personnes les plus déscolarisées, les enfants les plus déscolarisés, mais ont souffert davantage évidemment du confinement. Les personnes qui avaient du mal à se déplacer n'ont plus trouvé la possibilité de se déplacer avec un aidant puisqu'il fallait être seul quand on rentrait dans des grandes surfaces à ce moment-là. Et donc, on s'est rendu compte en fait que en termes de droits fondamentaux, ce qu'on appelle nous les droits collectifs, donc le droit à la santé, le droit à l'enseignement par exemple, ont été sérieusement écornés, mais ne nous cachons pas derrière le Covid, ces droits étaient écornés avant le Covid. Et donc le Covid a fait qu'aggraver la vulnérabilité. On peut citer le bâti scolaire qui était vieillissant. Et donc, déjà avant, donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, quand on demande aux enfants de se laver les mains au moment d'arriver à l'école, ils arrivent en chantonnant dans les toilettes qui étaient déjà délabrées avant le Covid. Les soins de santé étaient rationalisés avant l'offre de soins de santé. On a vu que le Covid n'a fait que mettre en exergue cette situation. Donc, on citera plusieurs exemples. Enfin, vous les avez entendus avant que je ne prenne la parole. Et donc,
La vulnérabilité, c'est quelque chose qui agit dans les deux sens. Les gens sont vulnérables, les personnes en situation de handicap étaient plus vulnérables, les personnes âgées étaient plus vulnérables de par leur situation, mais ils l'ont été doublement parce que cette vulnérabilité s'est accrue au sein des services qui devaient normalement supporter, les aider et les soutenir dans le cadre de cette épidémie. Alors, le rôle de l'État est aussi quelque chose que nous voulons pointer dans ce rapport. On a vu arriver une profusion de mesures que vous connaissez sans doute toutes par cœur. Elles ont été évoquées devant la presse, parfois avant que la mesure ne soit en vigueur, parfois après. En famille, j'imagine que vous avez eu beaucoup de discussions pour savoir si c'était déjà le cas, qu'il fallait être à 4, s'il fallait être à 1, s'il fallait donc, en fait, on ne s'y retrouvait plus. Les avis des experts ont rajouté une couche, les task force, connus, moins connus aussi. Et donc, pour nous, c'est un point d'attention parce qu'en fait, ce type de confusion questionne très fort le principe de l'égalité qui impose le fait que chacun puisse connaître et comprendre quelles sont ses erreurs ou quels sont ses manquements quand il ne respecte pas une norme législative. Et dans ce cadre-là, en fait, c'était un peu difficile de comprendre si on était dans les clous ou hors des clous. Or, quand même, les contrôles policiers étaient accrus en période de confinement, pendant la période observée. Alors, au niveau de la nécessité des mesures qui ont été prises, je ne vais pas vous citer toutes les discussions autour de la nécessité du couvre-feu, de la nécessité de l'interdiction de manifester, de l'interdiction aussi d'exercer une certaine profession comme les coiffeurs, l'horeca, etc. Ces discussions, vous les entendez tous les jours. Ce que nous soulignons, c'est que la notion de bien commun qui est celle qui est avancée par les politiques dans le cadre de la prise de ce type de mesures, cette notion qui est la notion du bien commun est une notion vraiment très philosophique ou politique. Et c'est sur base de ça, en fait, que les décisions sont prises. Et donc, nous voulons aussi, et vous verrez dans les recommandations, quand même insister sur le fait que ce type de discussion doit être prise d'abord en respectant l'état de droit et ensuite, dans la mesure du possible, en consultant les groupes cibles qui sont concernés par les mesures. La proportionnalité des mesures aussi est questionnée pour nous, et donc ça, c'est un principe fondamental aussi en termes de droits fondamentaux. Pour qu'une mesure soit prise, il faut qu'elle soit nécessaire, il faut qu'elle soit appropriée à l'objectif, et il faut aussi qu'elle soit la mesure la moins attentatoire en termes de droits fondamentaux que d'autres mesures qui pourraient être prises pour accéder à la résolution d'une situation problématique. Et là aussi, des questions se posent. Par exemple, quand on interdit simplement toute manifestation, donc toute expression de son opinion, on a vu que certains pays n'interdisaient pas les manifestations, mais par exemple, demandaient qu'on distribue des masques, qu'on respecte les distances sociales. Ça n'a pas été le cas en Belgique et le Conseil d'État a souvent botté en touche quand la question lui était posée. Un autre exemple, c'est par exemple le bourgmestre de Coxide qui a décidé de fermer le centre fait d'asile pendant 8 semaines et certains jours, des policiers étaient devant ce centre. Donc, ça veut dire que les demandeurs d'asile étaient enfermés pendant tout ce temps. Donc, est-ce que ce type de mesure est proportionnellement acceptable au regard du respect des droits humains? C'est quelque chose qu'on aimerait quand même soulever dans notre rapport et c'est ce qu'on a fait. Alors, la partie suivante, c'est un peu ce qu'on a reçu comme témoignage. Donc, par exemple, des témoignages de propos qui sont tenus à l'égard de la pandémie dans les maisons de repos, en se disant, mais pourquoi pas, c'est un peu darwinien, hein. Les personnes âgées peuvent très bien pouvoir décéder un peu plus tôt. Nous avons reçu des signalements d'étudiants du supérieur qui étaient vraiment dans des difficultés pour pouvoir comprendre ce qu'il fallait faire, des signalements de situations haineuses à l'égard de personnes d'origine asiatique, des signalements à l'égard des jeunes qui étaient dehors, soit pour se promener avec des amis, soit pour manifester.
des signalements à l'égard de l'attitude jugée peu solidaire de demandeurs d'asile, ou des signalements de personnes en situation de handicap qui avaient vraiment du mal à pouvoir faire leurs courses ou à pouvoir aller dans certains commerces, ou de personnes dans ce cas-là qui avaient un enfant en situation de handicap et qui se retrouvaient dans une situation de famille monoparentale à ne pas pouvoir faire ses courses avec cet enfant. Donc tous ces signalements qui relatent des situations de discrimination, des situations de haine, nous ont permis de tirer quelques conclusions. D'ailleurs, la première est celle qu'il a été bien difficile, malgré le hashtag Tous Ensemble, de solidariser les gens. Le discours était un discours positif, mais en fait, nous, dans nos signalements, on voyait que ce n'était pas vraiment la réalité. On peut soulever que le fait que ces mesures sont quand même, et vous vous souvenez du fameux kayak cité par Sophie Wilmès, calqué sur un certain type de famille, avec un certain type de loisirs. Nous, ce qu'on a vu, c'est que certains lieux de loisirs, des piscines notamment dans les communes limitrophes de Bruxelles, étaient interdites aux gens qui n'habitaient pas la commune. On a vu que des jeunes bruxellois qui allaient à la mer étaient traités de hammock par les policiers. Et donc, on a vu effectivement que au moment où on déconfinait, le modèle social qui était promu n'était pas forcément celui qui pouvait s'appliquer aux personnes les plus précarisées. Idem pour les interdictions qui étaient mises en place de pouvoir se promener à deux. Les personnes âgées se plaignaient de ne pas pouvoir avoir d'accompagnement. Les personnes malvoyantes, idem. Les policiers ont, par exemple, contrôlé un couple de même sexe en pensant qu'il s'agissait de deux amis qui se promenaient et qui devaient donc respecter la distance d'1,50 m entre eux, mais en fait, c'était deux hommes qui vivaient sous le même toit. Et donc, ça aussi, on le voit qu'en fait, quand on a des mesures qui sont prises comme ça un peu à la va-vite, les exercices de contrôle sont faits en retombant sur les classiques, et ce sont les jeunes, les étrangers, qui se sont fait les plus contrôlés en fait dans l'espace public. Un autre aspect qu'on a souligné dans notre rapport, c'est le fait que le bouc émissaire a souvent été cherché. On l'a vu dès le 1er février, c'est pour ça que notre rapport commence le 1er février. On a déjà reçu, avant même que le Covid arrive en Belgique, on avait reçu des signalements d'asiaphobie à l'UNIA, donc d'insultes à l'égard de personnes asiatiques. Donc on peut dire en fait que tout le long de l'épidémie, en tout cas de la première phase, certaines personnes ont navigué dans l'hypersurveillance. On l'a vu, et ça vous l'avez vu certainement à l'égard des soignants. Donc certains soignants se sont vus demander par leurs voisins de nettoyer la cage d'escalier quand ils passaient parce qu'on avait peur d'être contaminé. À d'autres, on avait changé la serrure de l'appartement. Et donc la question de l'intérêt collectif quand même n'était pas toujours partagée par des gens qui avaient peur d'être contaminés. Et on pourrait conclure cet aspect-là en fait en se disant que les mesures qui avaient été prises ont été difficilement mises en place par les organismes chargés du contrôle qui, à certains moments, retombaient sur leur classique. Que parfois elles étaient neutres, donc elles disaient ben voilà, tout le monde doit être une seule personne pour rentrer dans une grande surface, sauf que on souffre d'un handicap, qu'on a des problèmes pour pousser un chariot, en fait on a besoin d'avoir quelqu'un pour nous aider pour faire nos courses. Et enfin parfois quand ces mesures étaient nuancées par des grandes surfaces par exemple, le gardien qui était à l'entrée n'était pas au courant de ça, et alors discriminait à l'accès à la grande surface. Le dernier aspect avant de passer la parole à ma collègue, c'est celui du fait que je vous ai donné beaucoup d'illustrations. Ces mesures ont ciblé certains groupes de population dans leur application, même si elles étaient neutres et qu'elles touchaient tout le monde. Et l'important, c'est que si parfois de manière un peu théorique, on a l'impression que les mesures sont les unes à côté des autres, juxtaposées, en fait, elles se concentrent sur certains groupes de population, par exemple les jeunes qui, comme on l'a vu,
dans l'exposé précédent, pouvaient se retrouver dans des logements exigus, étaient parfois déscolarisés, donc se sont retrouvés en danger. Les familles monoparentales d'enfants qui étaient dans des systèmes scolaires différents se sont retrouvés au moment du déconfinement à devoir comprendre quel enfant allait à quel jour dans certaines classes. Du côté flamand, les systèmes de pré-teaching ont été très critiqués. Les familles qui avaient plusieurs applications différentes, Smart School et autres, parce qu'ils avaient plusieurs enfants, avaient du mal à s'en sortir dans le suivi des travaux au domicile. Et donc, en fait, la scolarité était difficile chez les jeunes. Chez les jeunes, chez les ados, c'était difficile d'avoir un petit peu de lien social. Et ensuite, il y avait aussi des limites d'âge qui étaient mises en place pour l'accès à certains types de services. Du côté des personnes âgées, un chiffre intéressant, c'est de savoir que 331 signalements nous sont arrivés par des personnes âgées. C'était important quand on voit la totalité du nombre de signalements. Et la majorité de ces signalements touchent les questions d'autonomie, en fait. On a vu que les autorités ont mis en place des discours sur les mesures, parce que ces mesures n'étaient pas ciblées sur un certain groupe d'âge, mais en fait, souvent, on disait les plus de 50 ans, les plus de 60 ans, les plus de 65 ans doivent, par exemple, ne plus exercer de volontariat. Donc, on utilisait le proxy de l'âge pour évoquer la difficulté par rapport au virus d'être contaminé. Mais en fait, derrière ce discours protecteur des personnes âgées, nous, on a entendu des personnes âgées qui nous disaient on n'a pas envie que les gens disent qu'on décide à notre place, on est libre. Et donc ça, c'est aussi un des biais du travail sur les droits fondamentaux. En fait, la liberté et la protection sont des choses qui sont difficiles à articuler, surtout en période d'épidémie, parce que plus on est libre, moins on est protégé, plus on sera protégé, moins on sera libre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est particulier aux personnes âgées, mais aussi aux personnes avec un handicap dont je vous ai parlé beaucoup avant au niveau de l'accessibilité. Il faut aussi noter pour ça qu'en fait, le gouvernement avait choisi d'utiliser l'info-coronavirus, le FAQ, pour communiquer. Le FAQ, parfois, dépassait les arrêtés ministériels qui avaient été pris pour le confinement et donc mettait, par exemple, pour illustrer des exemples citant des limites d'âge qui ne se trouvaient pas dans les normes légales. Et donc, le FAQ, en fait, a souvent été mal interprété et ça, c'est un défaut qu'il faut souligner parce que, comme je vous l'ai dit avant, les principes de l'égalité doivent être respectés. Alors, pour la partie suivante, qui est la mesure de l'impact et des recommandations, je vais passer la parole à ma collègue Émilie. Oui, bonjour. Donc, je vais me pencher quant à moi. Marisa, tu laisses le PowerPoint. Ok, c'est bon. Oui. Voilà, maintenant il est nouveau. Où tu veux. Non, c'est très bien comme ça. Donc, je vais vous parler de la partie mesurer l'impact qui, quelque part, sont des données qui sont plutôt au niveau belge. Monsieur Gillis a montré des données qui étaient au niveau bruxellois et je peux dire que les données au niveau belge confirment ce qui se passe au niveau bruxellois. En termes de décès, par exemple, on sait que beaucoup de personnes âgées, essentiellement les personnes âgées, sont décédées, en particulier dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. À Bruxelles, il y a une surmortalité de 195%, soit 3 fois plus qu'en 2019 qui a été observée. Et on s'est interrogé sur la question du lien avec le profil socio-économique des personnes décédées. Ces données n'existent pas en tant que telles. Par contre, les seniors qui bénéficient d'interventions majorées, ce qu'on appelle BIM, sont plus souvent en maison de repos et de soins que les autres seniors. Et donc, on a là un premier indice qui confirme ce que M. Gillis disait également, en termes, quelque part, de lien entre présence dans les maisons de repos et statut socio-économique. On s'est aussi interrogé par rapport à la question de l'origine ethnique et du passé migratoire, où là, on n'a pas de données. Alors, on a un peu regardé dans les pays
autour de nous, le Royaume-Uni, les États-Unis, c'est moins autour de nous, mais il y a pas mal de données de ce côté-là, et même la France. Et dans ces pays-là, une surmortalité a été observée. Malheureusement, en Belgique, nous ne pourrons pas tirer ce genre de conclusions, seulement les imaginer. Alors, un deuxième point qu'on a regardé dans notre rapport, c'est sur les services essentiels. Donc, les gens qui travaillaient dans les soins de santé, dans l'action sociale, que ce soit l'action sociale avec ou sans hébergement, dans le commerce de gros, le commerce de détail, le nettoyage, les transports publics, les services postaux, la gestion des déchets. Et on a pris en compte les chiffres du monitoring, le monitoring socio-économique fait entre Parunia et qui nous permet de dire qui sont les personnes en termes de genre et en termes d'origine, qui sont les personnes qui travaillent dans ces secteurs. Et les résultats sont très clairs. En fait, qui est principalement touché, ce sont des femmes et ce sont des personnes d'origine hors Union européenne, qui travaillent dans ces secteurs-là. Voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je pense que toutes les informations précises se trouvent dans le rapport et que M. Gillis a déjà pas mal dit de choses sur toutes ces questions aussi. Au niveau des secteurs à l'arrêt, donc qui ont été fermés, les gens qui sont retrouvés au chômage, les gens qui se sont retrouvés en attente, on ne parle pas ici des gens qui sont arrivés en fin de contrat et qui donc sont juste disparus des radars sans être comptés dans les gens qui se retrouvaient en chômage temporaire, par exemple. Eh bien, on a évidemment les secteurs de l'ORECA, de l'art et des loisirs, des commerces de détail non alimentaires, puisque les alimentaires étaient restés ouverts. Et on observe quoi? Que le profil socio-économique des personnes actives dans ces secteurs sont clairement plus vulnérables. On a des jeunes, on a des travailleurs peu qualifiés, des personnes isolées, des locataires, des travailleurs à temps partiel, des gens en contrat temporaire, des indépendants. Dans les secteurs les plus touchés, on avait par exemple 16% de moins de 25 ans, alors que dans les autres secteurs, il y a 8% de moins de 25 ans. On avait 44% des travailleurs de ces secteurs qui font partie du quintile le plus bas, c'est-à-dire les 20% des salaires les plus bas en Belgique. C'est aussi une indication. Et pour les personnes mises en chômage temporaire, je ne vais pas vous redire exactement ce que je viens de dire parce que les constats sont très similaires. Avec la crainte évidemment que la perte de revenus, même si les gens ne partent pas l'intégralité de leurs revenus, mais pour les gens qui ont des salaires vraiment bas, cette perte de salaire qui peut paraître vraiment mince, en réalité, peut faire une différence importante qui les empêche de joindre les deux bouts et qui les précipite dans la pauvreté. Alors, j'en viens à cette question de la qualité de vie. Et dans la question de la qualité de vie, nous avons examiné principalement 3 questions, les questions de logement, les questions de fracture numérique et les questions de l'enseignement. Donc dans le logement, bien sûr, en fonction du profil socio-économique des personnes, la situation était très différente. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je pense que c'est une situation bien connue de tout le monde et la collègue en a déjà parlé d'ailleurs. En ce qui concerne la fracture numérique, on observe que 3 choses vont venir influencer. Il y a d'une part l'âge, d'une part le genre, et troisièmement les qualifications des personnes. Alors, vous voyez où je veux en venir. On arrive de nouveau aux mêmes personnes qui sont impactées par les effets du confinement sur la qualité de vie. Les mêmes personnes qu'on voit qui ont peut-être subi de plein fouet les décès, ou ces personnes aussi qui se retrouvent dans les secteurs essentiels. Sur l'enseignement à distance, je vous renvoie également à notre rapport. Peut-être simplement dire qu'au-delà de la question du simple accès à Internet, du fait d'avoir un ordinateur, du fait de disposer d'une bonne connexion Internet, ce qui n'est pas toujours évident, il y a aussi eu des situations familiales différentes et des choses qui dépendent du logement et de l'espace nécessaire pour pouvoir travailler, qui ont aussi pu influencer les capacités des élèves à pouvoir suivre et à pouvoir comprendre tout ce qui était demandé pendant le confinement. Peut-être là-dessus, terminer en disant que le bureau du plan prédit une baisse générale du bien-être en Belgique,
en particulier pour les publics vulnérables. Alors, c'est évidemment pas une surprise, et quelque part, ce que disait ma collègue, que les personnes qui ont été touchées par le Covid sont les personnes qui étaient déjà les plus vulnérables avant la crise, et donc, quelque part, la crise du Covid a vraiment agi comme un révélateur, voire un accélérateur des problématiques préexistantes. J'en viens donc aux recommandations. Et tout le monde est conscient du fait que des mesures à court terme sont nécessaires pour corriger les inégalités qui se sont manifestées. Peut-être qu'il faut aussi maintenant, déjà maintenant, durant cette deuxième vague, se poser les questions de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à plus long terme. Parfois, le fait d'être dans une période de crise mène à ce que les gens ne regardent que ce qui se passe juste au moment même, et à ce que les décideurs politiques puissent se concentrer principalement à résoudre les problèmes les plus urgents, mais garder un œil sur ce qui se passera demain, dans quelques mois, est aussi nécessaire si on veut pouvoir préserver la qualité de vie des Belges et leur bien-être et l'économie, etc. Alors, bien sûr, dans le rapport, nous avons bien plus que 5 recommandations. Ici, nous en avons noté 5 sur ce slide, qui ont été sélectionnées parce qu'elles sont probablement les plus pertinentes pour Bruxelles, et qu'elles sont aussi peut-être plus spécifiques par rapport à ce qui est nécessaire aujourd'hui. La première, donc, est vraiment là pour nous rappeler que corriger ne suffit pas, et qu'il faut prévenir l'impact des discriminatoires, des mesures, déjà avant qu'elles ne soient adoptées. Et pour ça, là, il y a déjà le test égalité des chances que Bruxelles a mis en place, mais on recommande évidemment aussi d'avoir des consultations avec la société civile et avec les partenaires sociaux et tous les gens qui sont les plus proches du terrain et qui pourront justement attirer l'attention des législateurs quant aux effets probables ou possibles des mesures. Une deuxième chose est l'importance de soutenir de manière structurelle et donc pas seulement dans l'urgence des secteurs essentiels comme par exemple les secteurs sanitaires, sociaux et culturels, puisque c'est sur ces secteurs que se base le bien-être des gens et leur capacité à pouvoir réagir positivement dans une situation comme celle-ci. Dans le même ordre d'idées, le soutien des corps intermédiaires et des acteurs socio-éducatifs dans leur travail de terrain est incontournable. Alors ça peut se traduire effectivement par un soutien par projet, mais ça ne devrait sans doute pas être le seul soutien, et des soutiens structurels sont également nécessaires pour permettre du travail à long terme. Par ailleurs, ces personnes, ce secteur intermédiaire peut être aussi un allié quand il s'agit de communiquer les mesures, parce qu'on observe quoi aujourd'hui? Que des mesures sont prises, que les gens, que des mesures correctives sont prises à différents niveaux, par l'État fédéral, par les entités fédérales, mais on constate aussi que les personnes ne sont pas nécessairement informés de l'existence de ces mesures, et même parfois pire, les corps intermédiaires ne sont eux-mêmes pas toujours bien informés des mesures existantes. On arrive à ce dont M. Gillis parlait, qui est le non-recours au droit, et le fait qu'il y a une série de personnes qui ne sont pas informées de ce à quoi ils ont droit, et qui donc ne peuvent pas en bénéficier. Alors, au-delà du support aux corps intermédiaires, il y a aussi la possibilité de multiplier les canaux d'information et de veiller à ce que cette information soit accessible. On a parlé de l'accès à Internet, des connexions, etc. Mais ce n'est pas tout. Il y a évidemment aussi le fait qu'il y a le support pour les personnes qui sont malvoyantes, qu'il y a la question des langues. Voilà, donc une attention à ça est essentielle aujourd'hui. Et puis la dernière recommandation dont on voulait parler aujourd'hui, c'est sur la mesure de l'impact de la crise. Alors, une série de mesures d'impact ont déjà été lancées et il faudrait probablement encore mieux organiser cette mesure d'impact parce qu'il y a parfois l'impression qu'énormément de canaux sont disponibles et que c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui existe.
Et puis d'autre part, sur le long terme, ce sera aussi nécessaire de veiller à poursuivre cette mesure d'impact, puisqu'on sait que l'impact ne va pas se traduire uniquement ici dans les prochains mois, mais probablement plutôt sur les prochaines années. Donc, il sera sans doute nécessaire de disposer de ces informations pour que les politiques publiques puissent atteindre les personnes vulnérables et compenser ce qui s'est passé ces derniers mois. Voilà. Je vais clôturer ici. Nous sommes disponibles pour les questions et encore merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Van den Broek. Je laisse la parole à Monsieur Falsterman pour modérer la séance de questions-réponses avec les participants. Donc, si vous avez des questions que vous aimeriez poser aux intervenants, n'hésitez pas à le faire via l'onglet questions que vous avez en haut de votre écran à droite. Il vous fera un plaisir d'y répondre. Monsieur Falsterman, vous devez réactiver votre micro. Il a un problème apparemment. Si vous cliquez sur si vous cliquez sur la petite icône en bas de votre écran avec le micro, non, toujours pas. Bon, sinon, on peut s'occuper de répartir les questions entre intervenants. Pour l'instant, je n'en vois pas. Donc, n'hésitez pas à entrer ou dans le chat si c'est peut-être plus facile. Mais n'hésitez pas à entrer vos questions donc manuellement dans les onglets prévus à cet effet. Il y avait une question pour moi pendant que je présentais. Je vais peut-être du coup revenir dessus par rapport à la question des profils O et A. Et donc globalement, pour faire simple, les maisons de repos sont financées en fonction du degré de dépendance de leurs résidents, et donc plus une personne est dépendante, plus la maison de repos sera financée pour ce résident. Et donc pour ce faire, il y a eu une échelle qui s'appelle l'échelle de Katz, qui permet de mesurer ce niveau de dépendance. Et ce qu'on observe, c'est que globalement, à Bruxelles, il y a une part plus importante de personnes qui sont relativement autonomes sur cette échelle, et donc c'est ce qu'on appelle les profils O et A, mais qui sont relativement autonomes sur base de critères assez limités, qui sont liés quelque part aux besoins de soins infirmiers, par exemple, comme le fait d'aider à faire une toilette, le fait d'avoir des problèmes d'incontinence, mais qui ne mesurent pas toute une série de problématiques sociales. Et ce qu'on observe, on a fait tout un travail avec Sylvie Carbonel, plus qualitatif, on observe que parmi ces profils OEA, il y a toute une série de personnes qui sont plus fragiles socialement ou en termes de santé mentale. Et donc l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que ces personnes plus fragiles sont également en moins bonne santé et donc sont plus à risque par rapport au Covid. Donc c'est pour ça que je présentais ces données. C'est une hypothèse, donc ça c'est encore des choses qu'on doit mesurer. C'est que le fait que Bruxelles ait une population plus importante de ces profils relativement autonomes, mais avec potentiellement des problématiques sociales, peut aussi expliquer le fait que les résidents bruxellois ont été plus touchés par le Covid. Voilà. Donc, merci Olivier. Je crois qu'entre-temps, mon problème de connexion s'est résolu, si tout le monde m'entend bien. OK. Donc, effectivement, je rappelle effectivement que si vous souhaitez poser des questions, faire des commentaires à répercuter vis-à-vis de nos orateurs, il faut utiliser la rubrique questions. Alors, j'ai remarqué, comme tout le monde, que plusieurs personnes avaient déjà utilisé le chat, qui, normalement, si j'ai bien compris, dans la logique du programme que nous utilisons, est plutôt destiné à régler des problèmes de son ou de vidéo. Mais donc, ce n'est pas grave. Donc, une des questions qui était posée, c'était effectivement, ça veut dire quoi, les codes A et les catégories O et A dans les maisons de repos. Donc, Olivier vient d'y répondre, c'est parfait. J'ai remarqué qu'aussi une autre question avait été posée sur, en fait, le facteur du secteur d'activité, dans les contaminations. Et donc, si j'ai bien compris, Olivier a aussi répondu dans le chat
en disant que c'était une bonne question et qu'il n'y avait pas pour l'instant de données. Moi, je peux juste confirmer que cette question intéresse, je pense, beaucoup de monde, en dehors de Bruno Gérard, si je me souviens bien, qui avait posé la question. Et je fais le lien avec les exposés donc d'UNIA. Donc, à partir du moment où l'idée s'est répandue que le Covid était surtout répandu dans des classes pauvres et donc allochtones, très vite s'est répandue aussi l'idée, ah oui, c'est bien connu, les pauvres et les allochtones, ils ne regardent pas la RTB, ils ne regardent pas les journaux, et de toute façon, même s'ils le regardent, ils n'écoutent pas ce qu'on dit, etc. Alors qu'en fait, donc des explications peuvent se trouver justement dans les différentes expositions par donc secteur d'activité. Donc une bonne partie de la population active bruxelloise résidant et travaillant à Bruxelles est en effet occupée donc dans des métiers donc qui exposent en fait donc au tiers, donc dans les métiers de la vente, dans les métiers de l'aide aux personnes, dans les métiers du transport, notamment le transport public de personnes. Et donc si on pouvait documenter donc l'incidence donc du Covid dans ce genre de métier, je crois que ça aiderait beaucoup donc que ça aiderait beaucoup à clarifier donc le débat. Je pense, voilà. Donc, je ne sais pas, Olivier, si toi, tu as des antennes pour compléter éventuellement l'information à ce niveau-là, ou à défaut d'antennes, des leviers pour que d'autres l'étudient au niveau de Sciences Anno ou de je ne sais pas quoi. Donc, je vais quand même ouvrir la rubrique questions. Et donc, je vois, oui, évidemment, donc la question de base, donc posée par Charlie Vert. Donc, comment concilier effectivement donc différents droits de l'homme, hein. Et donc ici, effectivement, on est au cœur des débats. Jusqu'où peut-on en fait limiter donc des droits comme la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion, le droit de manifester, le droit à l'instruction et la culture, donc en termes donc sanitaires. Donc ça, évidemment, ça c'est la question de base, donc en droit de l'homme, quand plusieurs droits de l'homme donc interviennent, enfin entrent en conflit, comment est-ce qu'on fait l'équilibre entre les deux. Je ne sais pas si nos intervenants de UNIA se sentent comment dirais-je, la vocation de répondre à cette question qui agite les juristes et les philosophes depuis la nuit des temps. Mais donc je voyais que Émilie avait envie de dire quelque chose. C'est une question qui effectivement n'est pas neuve et qui est même prévue dans les conventions internationales qui protègent les droits fondamentaux. Et comment est-ce qu'on résout ça en droit? Eh bien, en faisant avec un système de limitation dont ma collègue Marisa a parlé un peu tout à l'heure. Je pense que tout le monde est d'accord sur la nécessité de limiter certains droits quand il y a un risque pour la santé. Et c'est d'ailleurs une des exceptions prévues à certains droits. Par exemple, la liberté de réunion peut être limitée pour des raisons de santé. Le droit de manifester peut être limité pour des raisons de santé. Souvent, la question qui va se poser alors, c'est dans quelle mesure est-ce que la limitation qu'on va faire au droit va être proportionnée à la menace? Alors, quand on a quelque chose comme le Covid, on a vite l'impression que n'importe quelle mesure est proportionnée. Et donc, il y a un test qui peut être fait pour vérifier si effectivement c'est proportionné ou pas. Et ce test est de vérifier s'il n'y a pas une mesure moins attentatoire qui pourrait permettre d'atteindre le même objectif. Je peux donner peut-être un exemple sur le droit de manifester. Quand on dit le droit de manifester va être complètement interrompu, on va complètement interdire toutes les manifestations parce qu'il y a des risques pour la santé publique, eh bien, si on dit ça de cette façon-là, sans examiner d'autres mesures intermédiaires, par exemple, faire manifester dans un endroit plus grand, prévoir une manifestation avec en extérieur avec des limitations d'espace, où on demande aux manifestants d'être autant par mètre carré et où ça se voit sur le terrain quels sont les espaces réservés. Demander aux participants de porter le masque, etc., etc. Si toutes ces mesures-là sont tentées et que ça ne fonctionne pas, que malgré tout les contaminations continuent à augmenter ou que c'est systématiquement pas
respectées. Imaginons par exemple une manifestation de gens qui seraient opposés au port du masque. On les autoriserait à manifester, mais avec la condition de porter le masque pour des raisons de santé publique. Ils ne respecteraient pas cette condition, eh bien, la manifestation suivante pourrait être interdite, et ce serait proportionné. Mais on ne peut pas, enfin, les interdictions complètes de manifester sont beaucoup plus difficilement justifiables. Alors évidemment, quand on est au début d'une crise et qu'on est dans l'urgence, on peut plus facilement comprendre que les pouvoirs publics interdisent sans nuance, par exemple, de manifester ou de se réunir. Au fur et à mesure que la crise avance et que les pouvoirs publics ont le temps de réfléchir aux mesures, on attend que ces mesures soient également plus nuancées. Je vais terminer en disant que, bien entendu, tout ça est extrêmement compliqué parce qu'il y a aussi toute la question de la communication et de comment faire passer des règles qui vont devenir moins claires au plus elles sont nuancées. Et donc, on est bien conscient que ce n'est pas du tout évident. Et UNIA n'est certainement pas là pour donner des bons points ou des mauvais points. L'idée est plutôt de dire il faut se poser des questions et réfléchir avant de faire ces interdictions pour éviter de se retrouver dans une société où tout est interdit sans aucune réflexion préalable. Merci beaucoup, Émilie. Donc, moi, je suis désolé, hein, donc je dépends vraiment de la rubrique questions pour s'il y a encore d'autres choses à relancer. Je vais quand même vérifier dans la rubrique chat que personne n'a dit des choses intéressantes. A priori, je ne vois pas. Donc, si il n'y a plus de demandes de questions, une fois, deux fois, trois fois, non. Donc, je vais alors me permettre de remercier chaleureusement nos orateurs. Mon petit doigt me dit, mais évidemment, je ne suis pas seul à en décider, mon petit doigt me dit qu'une série de données qui nous ont été fournies, et notamment les recommandations qui se trouvaient à la fin de l'exposé d'UNIA, pourraient très prochainement se retrouver dans un avis de Bru Partners. Mais bon, je ne suis pas seul à en décider. Mais en tout cas, je ne doute pas que ces données seront transmises à la commission qui est occupée de travailler là-dessus. Et donc, je remercie vraiment beaucoup nos orateurs. Donc, à l'intention de nos auditeurs, pour parler comme à la radio, c'est vrai que les conditions dans lesquelles nous travaillons ne sont peut-être pas idéales, mais j'ai personnellement l'impression que, au fond, la formule que nous avons tentée est quand même utile. Si par hasard vous deviez estimer le contraire, envoyez alors un mail rageur à Bru Partners pour dire que ça ne sert à rien, qu'il faut arrêter ça. Enfin bon, mais donc je veux dire, s'il n'y a pas de réaction de genre-là qui nous arrive dans les minutes qui viennent, donc nous considérons que en fait c'était en fait une bonne formule. Donc en attendant le retour des midis du Conseil économique et social auquel nous sommes habitués. Il me reste alors à vous faire un petit peu de publicité. En disant qu'au mois de janvier, je crois que la date SIAM n'a pas encore été définitivement fixée, mais on se situerait vraiment dans le dernier tiers du mois de janvier. Il y aura lieu un webinaire selon la même formule que celle-ci, sur les territoires zéro chômeur. Nous aurons comme orateurs d'une part ceux qui ont fait les études préalables dont on concite sur ce sujet, l'étude un petit peu juridique sur les compétences de la région de Bruxelles-Capitale de se lancer là-dedans, et d'autre part l'étude du LBA sur la pertinence financière ou la pertinence budgétaire de ce type de projet, et d'autre part quelqu'un qui connaît bien le domaine de l'économie sociale, puisque les territoires zéro chômeur passent dans une large mesure par là, pour poser un petit peu toutes les questions et les potentialités que pose le projet. La date précise
doit encore être fixé en accord justement avec nos orateurs, mais ce sera en tout cas avant le 20 janvier. Voilà. Voilà, donc ceci étant dit, donc un tout grand merci donc à nos orateurs, un tout grand merci à ceux qui nous ont rejoints, et donc je vous souhaite donc je ne vais pas dire de vous revoir bientôt, mais en tout cas donc de votre participation future à nos débats. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Palserman, pour la modération. Merci aux intervenants pour leur présentation très riche et intéressante, et à tous pour votre participation active. Comme on l'a précisé, dès le moment où nous terminons ce webinaire, le replay sera disponible pour le téléchargement et les présentations seront disponibles sur le site internet de PrePartners. Voilà. Un tout grand merci. Merci à tous. Au revoir.